Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, les vraies fausses histoires. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Ce soir, nous allons vous raconter une histoire fascinante, celle de Billy Milligan, un jeune homme qui n'était pas tout seul dans sa tête, et ce n'est pas une expression. Est-elle vraie? Est-elle fausse? Ou bien un peu des deux? Ça, on vous le dira après. William Stanley Milligan, que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Billy Milligan, naît le 14 février 1955 à Miami Beach, sous le soleil de Floride. C'est à peu près le seul rayon de lumière qu'il y aura dans sa vie. Lorsqu'il vient au monde, ses parents sont déjà séparés. Il les réunit malgré lui lorsqu'à peine un mois après sa naissance, on découvre qu'il a une tumeur à l'œsophage. Sauvé par les médecins, Billy passe ses 4 premières années dans une famille pauvre et dysfonctionnelle, entre une mère à l'ouest et un père souvent absent, alcoolique, dépressif et accro au jeu. En 1958, son père tente de se suicider en ingérant des somnifères et du whisky, mais il échoue. Quelques mois plus tard, le 18 janvier 1959, il réussit son coup en s'intoxiquant en monoxyde de carbone. Ruiné, seul, avec 3 enfants à sa charge, Dorothy, la mère de Billy, décide de quitter Miami et de retourner dans l'Ohio, où vit toujours son ex-mari. À peine revenue à Lancaster, dans l'Ohio, Dorothy épouse de nouveau son premier mari. Mais leur relation ne dure pas. Un an plus tard, ils divorcent à nouveau. C'est à peu près à ce moment-là que démarrent les troubles dissociatifs de l'identité chez Billy. À l'âge de 5 ans, il a déjà plusieurs alters, dont une petite fille dyslexique de 3 ans prénommée Kristen et un garçon sourd du nom de Sean. Une identité facile à distinguer des autres, puisque Sean, 4 ans, avait pour habitude d'émettre des sons pour sentir les vibrations dans son crâne. À ce stade, Billy a 3 identités distinctes. Il en aura, à la fin de sa vie, 24. Le 27 octobre 1963, alors que Billy a 8 ans, Dorothy épouse en seconde noces Chalmer Milligan, un immonde personnage qui abusera psychologiquement, physiquement et sexuellement de Billy pendant des années, causant un traumatisme profond et l'apparition de nouvelles identités. Il y a par exemple Danny, un garçon de 14 ans ayant 2 phobies, les hommes et la terre. Selon un biographe de Billy Milligan, Danny serait apparu quand Chalmer l'a forcé à creuser sa propre tombe pour l'enterrer vivant. Lorsqu'il est brièvement interné, à l'âge de 15 ans dans un hôpital psychiatrique, les médecins n'identifient pas son trouble dissociatif de l'identité. Ils pensent avoir affaire à une névrose hystérique avec aspect passif-agressif. Les 2 années qui suivent, Billy est régulièrement contrôlé par ses alters criminels. Il commet plusieurs crimes, comme des vols à main armée et des agressions. Lors de ses phases de lucidité, il tente parfois de mettre fin à ses jours pour, selon lui, ne pas faire de mal aux autres. Mais à chaque jour qui passe, la situation devient plus incontrôlable. En 1975, à 17 ans, Billy est arrêté pour avoir agressé, volé, séquestré et violé 2 prostituées. Enregistré auprès de la justice comme un délinquant sexuel, Billy est relâché en 1977. Mais à la fin de cette même année, il est déjà de retour derrière les barreaux. Le 27 octobre, il est arrêté pour avoir volé, kidnappé et violé 3 étudiantes sur le campus de l'université de l'Ohio. La première victime, Carrie Dreyer, relate que son agresseur portait des gants et était en possession d'une arme de poing. Après avoir attaché sa victime en la menottant dans la voiture, Billy la conduit dans un endroit isolé, loin de la ville. Après avoir abusé d'elle, il la menace. Si vous portez plainte, ne donnez pas mon signalement. Si je le trouve dans les journaux, j'enverrai quelqu'un pour vous faire la peau. Pour rajouter au réalisme de sa menace, il note plusieurs des noms et adresses du carnet d'adresses de Carrie Dreyer. Donna West, la deuxième victime, décrit un personnage plutôt différent. Il a les mains entachées de gras, se dénommait Phil et ponctuait ses phrases de jurons. Elle n'a pas vu ses yeux, l'agresseur portait des lunettes fumées, mais là encore, il la menace en prenant son carnet d'adresses pour noter, cette fois, les noms des membres de sa famille. Un détail diffère particulièrement. L'agresseur de Carrie portait une moustache, alors que celui de Donna portait une barbe négligée. Enfin, Pauline Newton est âgée de 21 ans et elle est étudiante. Interrogée par l'inspecteur Nicky Miller de la brigade de répression des agressions sexuelles, elle accepte de revenir sur les lieux de son agression,
mais ne parvient pas à reconnaître les lieux dans un premier temps. La nuit tombe et il fait trop sombre pour continuer l'enquête. Elle raconte cependant des détails encore une fois divergents. Son agresseur s'est vanté de posséder une autre identité sous laquelle il serait un riche homme d'affaires se pavanant en voiture de sport. À la demande de la police, Polly Newton va dresser un portrait robot de son agresseur et tenter de le comparer aux quelques 300 photographies de délinquants sexuels enregistrées par la justice, avant de devoir interrompre l'entretien. Polly est épuisée. Le lendemain, à la reprise des recherches, Polly est rejointe par Donna West, la deuxième victime, dans l'espoir de faire corroborer les témoignages durant le visionnage des photographies des potentiels agresseurs. C'est lui, s'exclame Donna. Nicky Miller relève le numéro d'identification. Il s'agit d'une vieille photo de William S. Milligan. Si Polly choisit elle aussi la même photographie, alors la police tiendra celui qui est désormais surnommé le sadique du campus. Polly s'arrête quelques instants sur la photo de Milligan, continue, puis revient finalement dessus et hésite. Les deux intuitions des jeunes femmes s'avéreront exactes. Les empreintes relevées sur les lieux des agressions permettent d'identifier William Stanley Milligan. La police décide donc de mener une intervention et un inspecteur propose un stratagème. Il se déguisera pour approcher au plus près l'agresseur sans éveiller son attention. Lorsqu'un policier, déguisé en livreur de pizza, sonne à sa porte et lui met les menottes, Billy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a, selon les dires de plusieurs de ses identités, pas conscience d'avoir commis ces crimes. Pourtant, les victimes le reconnaissent parfaitement, physiquement en tout cas. Car les trois étudiantes assurent qu'en dehors du viol en lui-même, leur agresseur n'avait pas du tout le même comportement. En plein conflit intérieur au moment des crimes, Billy semble être passé entre les mains de plusieurs haltères. Incarcéré en attendant son procès à l'Ohio State Penitentiary, Billy met du temps à avouer à ses avocats qu'il n'est pas vraiment Billy. Depuis l'arrestation, les enquêteurs ont en réalité eu affaire à plusieurs identités, comme David, un petit garçon de 7 ans, Arthur, un Anglais très éduqué et raffiné, ou un escroc prénommé Allen. Tous se faisaient appeler Billy pour ne pas faire passer leur hôte pour un fou. Avant le procès, les avocats de Billy se lancent dans une enquête à l'intérieur de l'esprit complexe de leur client. L'objectif est de déterminer quel altère, quelle personnalité a commis les crimes. Après avoir interrogé plusieurs d'entre eux, ils découvrent qu'il n'y a pas un, mais deux coupables. Ces découvertes, additionnées à l'observation attentive de Billy Milligan, convaincront Judith Stevenson et Gary Schweikart, ses avocats, de plaider la folie. Mais dans la cellule de Billy, les choses se gâtent. Il tente de se suicider en se frappant la tête contre le mur. Ces deux avocats craignent qu'il ne survive pas jusqu'à son procès. Judith Stevenson est par ailleurs perplexe sur les capacités de Billy à assister à son procès. Elle propose alors de le faire examiner par un psychologue et reconnaît que quelque chose cloche chez le jeune garçon. Le juge accepte de repousser l'audience de Billy afin que celui-ci soit examiné par un psychologue. Le comportement du jeune homme sera changeant tout au long des entretiens que ses avocats auront avec lui. Il écrit, alors qu'il est en détention provisoire, une étrange lettre à son avocate en lui demandant de lâcher l'affaire. Il estime qu'il sera moins dangereux en prison et tente le soir même de se suicider à nouveau. Le 31 janvier 1978, Dorothy Turner, psychologue désignée par le procureur pour les besoins de l'enquête, rencontre Billy pour la première fois. Rapidement, elle comprend que le détenu vit une situation compliquée. Il évoque rapidement plusieurs noms pour parler de lui-même. Dorothy rentre dans son jeu. Elle demande à David, une des 24 personnalités, de parler à Billy, mais celui-ci refuse. La psychologue enchaîne ainsi les visites en prison et remarque les changements d'attitude de Billy. Finalement, au cours du mois de mars 1978, et après découverte des nombreuses personnalités qui cohabitent dans le corps de Billy, une 10e personnalité apparaît aux enquêteurs. Il s'agit d'Ada Lana, une jeune fille de 19 ans. Cette 10e personnalité explique ne pas pouvoir apparaître quand elle veut, et que seuls Arthur et Christine sont au courant de son existence. Ada Lana apparaît perturbée. Elle dit s'en vouloir pour ce qui est arrivé aux victimes et passe aux aveux. C'est elle qui aurait commis les viols sur les 3 étudiantes. Fin 1978, la justice décide d'envoyer Billy Milligan en hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Durant 10 ans,
Billy ira d'hôpitaux en hôpitaux, où les psychiatres découvriront peu à peu ses 23 personnalités. Une dizaine d'entre elles étaient connues avant sa condamnation. Celles dont nous avons parlé, mais aussi d'autres comme Tommy, un pro de l'évasion aussi habile qu'Houdini. Mais il y avait aussi les indésirables, tenus à l'écart par les 10 personnalités les plus sociables de Billy. Voici comment les alters de Billy fonctionnaient. Arthur, l'anglais, et Ragen, le yougoslave, décidaient de qui avait le droit ou non d'aller dans la lumière, c'est-à-dire de prendre possession du corps de Billy. 13 alters n'avaient pas le droit d'y aller. Parmi eux, il y avait notamment l'enfant sourd, Sean. Il y avait aussi Phil, un bandit originaire de Brooklyn, le criminel Kevin, le voleur Samuel, ou encore un agaçant snob new-yorkais prénommé Martin. Plus surprenant, il y avait également Mark, considéré comme un zombie parce qu'il avançait en mode automatique sans jamais réfléchir, et Timothy, un fleuriste gay qui a un temps habité Billy avant de partir faire sa vie avec un homme dans son propre monde. Durant un de ses nombreux passages en HP, Billy et ses 22 alters ont créé, avec l'aide des psychiatres, une 24e personnalité qui réunissait toutes les autres, le Maestro. Le Maestro était extrêmement brillant et disposait des facultés et des souvenirs des 23 identités de Billy. Malheureusement, c'était sans doute un peu trop, elle a fini par disparaître. Billy Milligan a finalement été libéré en 1988, après 10 ans de traitement. Il n'a, selon son casier judiciaire, jamais eu de problème avec la justice par la suite. Il s'est éteint le 12 décembre 2014, emporté par un cancer. Alors, l'histoire de Billy Milligan est-elle vraie ou fausse ? En l'entendant, vous avez sûrement pensé qu'on vous parlait de Split, le film de M. Night Shyamalan. Vous n'avez pas entièrement tort. Mais l'histoire de Billy Milligan, aussi incroyable soit-elle, est entièrement vraie. Tout ce que nous vous avons raconté est tiré d'un excellent article de Motherboard consacré à ce cher Billy et du livre de Daniel Keyes, Les 1001 vies de Billy Milligan. Vous y trouverez, en plus de ce que nous vous avons raconté dans ce podcast, énormément d'informations sur le sujet. Parfois vous aurez l'impression de lire un thriller, mais tout est vrai, ou en tout cas présenté comme tel. Malgré leurs nombreux points communs, Split n'est pas une adaptation de ce livre. En fait, M. Night Shyamalan n'a jamais déclaré publiquement que son film s'inspire de l'histoire de Billy Milligan. Il n'empêche, certaines personnalités de Billy ressemblent énormément à celles de Kevin Waldron, le personnage de Split. Tout cela sont donc énormément l'adaptation non officielle. En hommage à M. Night Shyamalan, nous avons donc décidé de vous offrir un petit twist. Vous pensiez écouter un épisode des vraies fausses histoires. Vous avez en fait écouté un épisode inspiré de faits réels sur Split. Alors, petit disclaimer, puisque on vous annonce que on va vous spoiler à mort Split. D'habitude, on l'annonce pas au début, parce qu'on se dit que souvent c'est des vieux films, que vous les avez potentiellement déjà vus, et que si vous les avez pas déjà vus et que vous faites spoiler, ben c'est bien fait pour vous. Et La violence de ce truc. Il fallait les voir avant. Non, mais sans rigoler, pour de vrai, on va spoiler un film qui du coup est encore au cinéma au moment où on enregistre. Donc il est encore temps de fuir, Donc, si vous voilà, voulez. Hein. c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez pas vous spoiler Split, vous pouvez arrêter. Après, en sachant que voilà, on va en parler, hein, mais pas obligé d'aller le voir au cinéma. Hein. C'est notre avis. C'est notre avis, exactement. On va dire que c'est notre avis. Ouais, Il y a de beaucoup toute façon, d'avis positifs sur ce film. Exactement. De toute façon, ce podcast, ce n'est que nos avis. Hein. Que nos avis. Et d'ailleurs, faut notre pas, avis, comme vous l'aurez deviné, est négatif. Donc, notre avis est négatif. On va plus négatif pour toi, d'ailleurs. Hein, ouais, c'est vrai. Plus négatif pour moi. On va... bon, je pense qu'on va commencer tout de suite par par la partie qui fâche.
ou par la partie qui Par la fâche? partie qui fâche. D'accord. Je te laisse me dire d'abord, toi, qu'est-ce qui t'a déplu profondément dans ce film? Ce qui m'a déplu profondément. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tu vois sur la liste. Ouais, On a fait une liste de ce qu'on aimait. Enfin, on a fait des pros and cons, comme disent Mhm. les Américains. Et il y a beaucoup plus de cons que de pros. Hein. Ouais. Ben, le pire, j'ai trouvé peut-être. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent que j'ai pas aimé. Mais les dialogues, Les dialogues, oui. qui manquent il manque de beaucoup de subtilité en fait. C'est très explicatif en fait. Voilà, c'est ça. Ça prend le spectateur pour un jeune abruti. Et ça lui. Enfin, il y a deux. Après, j'ai deux exemples assez caricaturaux, mais il y a un moment donné où il y a un colloque, une sorte de colloque scientifique par Skype. Donc voilà. On vous a pas fait la présentation de Split. Et donc, comme on vous l'a dit rapidement, ça reprend l'histoire de Billy Milligan, sauf que ça l'adapte à aujourd'hui. Dire voilà, ça se passe aujourd'hui, d'où le Skype. Et donc du coup, ce personnage donc, qui est interprété par James McAvoy est suivi par une une psychiatre, qui est donc spécialiste dans les troubles dissociatifs de l'identité, ce dont il souffre. Hein. Et donc voilà, je pense que tu allais parler de ce colloque scientifique par Skype Voilà, où elle en fait, parle de sa théorie en fait. Voilà, elle parle de sa théorie qui est apparemment tellement novatrice que la communauté scientifique ne l'accepte pas. Elle n'est pas prête. Et voilà, alors déjà je pense il aurait fallu que l'équipe de film assiste à un vrai colloque scientifique pour voir comment ça se passe, parce que là c'était assez surréaliste au final, c'était plus une conférence, une petite réunion. Et elle dit littéralement que ça y est, est-ce que sa découverte là sur les troubles dissociatifs de la personnalité, c'est de l'identité, c'est ça y est, on a peut-être trouvé la clé qui va nous permettre d'accéder à toutes nos capacités. Rien que ça. Un truc à la Luc Besson Voilà. total, en mode tu vas accéder à l'intégralité de ton cerveau. Pas pensé à ça, mais c'est un peu l'idée. C'est en effet l'idée qu'il y a derrière ça. Et bon voilà, ça c'est un peu ridicule, c'est un peu abusé, c'est absolument pas nécessaire pour rajouter. Enfin, ça veut rajouter artificiellement de l'enjeu dans le film. Mais en fait, Or on s'en fout. Je pense que c'est surtout pour un indice vers la fin, en fait, vers la fin du film. Donc on va commencer direct par spoiler. Oui. Alors c'est une suite non officielle à Incassable. Donc voilà, c'est Bim voilà direct. Donc en fait, pendant tout le film, on te fait penser que c'est un thriller psychologique, mais en fait, on va partir sur un délire plus fantastique à la fin. C'est-à-dire que la fameuse 24e personnalité qui va se réveiller, c'est la bête. La bête, c'est quoi? Ça transforme en gros ce Kevin Wendell Crumb, joué par James McAvoy, en super vilain. En vilain, genre vraiment très fort, genre un peu un X-Men presque. Voilà, un mec, si tu lui fous des bastos dans la gueule, il crève pas. Enfin voilà, c'est la bête. Ouais. Et donc en fait, c'est ce qu'explique la psy dans cette scène, c'est un truc très super-héros. C'est en mode ah ouais, mais si on arrive à devenir comme eux, en fait, on va développer des super pouvoirs. Autant c'est une porte vers le surnaturel. En quelque sorte. C'est ça qu'elle dit. Oui, t'as raison. Et donc du coup, ça laisse entrevoir un petit peu la fin quand tu revois le film en connaissant le twist final. En fait, tu comprends mieux ce genre de scène, mais il n'empêche que ça reste turbo-con sur le coup. Quoi. Et c'est caricatural. Et enfin, moi, sur le coup, je me disais, mais c'est pas possible. Et le deuxième exemple que j'ai, qui là aussi, alors évidemment, j'ai pris les exemples les plus marquants. Tous les dialogues ne sont pas comme ça, fort heureusement. Mais il y a au début du film, donc il y a effectivement 3 jeunes femmes qui sont capturées au tout début, qui sont retenues en détention par James McAvoy. Et donc ce qui reprend, évidemment, on reviendra après dessus, mais ce qui empiète sur la réalité, c'est-à-dire c'est pas inspiré de faits réels, ça ne se veut pas inspiré de faits réels, mais ça l'est, et sur plusieurs aspects notamment. Et les victimes déjà, mais on parlera tout à l'heure des rapports entre l'histoire vraie et le film. Mais là, du coup, il y a ce bout de dialogue où elles essaient de trouver un stratagème pour le. Il y en a une qui dit qu'elle fait genre de la boxe ou un truc comme ça. Ouais, je vais y sortir a en volumar avec la gueule. Ça, on pourra revenir dessus aussi. La manière dont il intègre l'humour dans un film qui est censé être un peu thriller, un peu flippant. Non, juste non. En fait, il y a des films qui le réussissent bien, et je pense d'ailleurs à son précédent film, The Visit, où l'équilibre entre humour et peur est bien dosé. Parce que et là, ça désamorce systématiquement toutes les séquences qui sont censées faire peur. Là, dans ce film, c'est très mal dosé. Et genre, à un moment donné, elle dit littéralement, voilà,
On va pas faire dans le compliqué, on va pas essayer d'élaborer un stratagème. Elle fait, il y a une des trois qui dit à une des autres, elle dit ah mais on devrait suivre son avis à elle parce que tu sais, elle est vachement intelligente. Oui, c'est-à-dire qu'on Et genre, te montre on pas te- que le personnage est intelligent, on non, te le dit. on te le dit, c'est très bizarre. Et bon, On en revient à ce problème de dialogue explicatif, du coup, on Ouais, essaie voilà. de dire que les gens sont intelligents en disant regardez, elle est intelligente. Alors que rien ne nous le prouve, et par la suite, rien ne nous le prouvera, hein, malheureusement. cruellement ironique. Ce qui est cruellement ironique et cruel même tout court. Et donc voilà, donc il y a ça, il y a les dialogues. Dans ce que j'ai noté, que j'ai pas aimé, bon, ça aussi c'est anecdotique, le caméo de Shyamalan qui sert littéralement juste à rajouter 2 minutes au film. Et surtout à Matt Shyamalan, parce que c'est un monsieur qui a quand même un très très gros ego, Ouais. qui aime bien se mettre dans ses films, mais de genre beaucoup trop longtemps. Là, c'est Là, la scène, la scène tu te n'a demandes ce qu'il vient a foutre là. zéro intérêt scénaristique. Ça n'approfondit la psychologie d'aucun personnage. Parce qu'il est avec la psy, c'est une petite scène de 2 minutes où il parle d'un resto. Il regarde des images de vidéosurveillance et en gros, Shyamalan joue l'assistant de la psychiatre qui va regarder avec elle les images de C'est un vidéosurveillance. gardien, non, c'est ça? Oui, enfin c'est son assistant, son gardien, on sait même pas exactement ce que c'est juste le mec qui regarde des images. Ouais. Tu vois le clin d'œil bien appuyé au réalisateur qui regarde des images. Voilà, non mais tu le sens un tout peu ça est trop, très quoi. fin. Mais Shyamalan c'est souvent très très fin de ce point de vue là. Et ça, on continue dans ce que j'ai pas aimé, tu me diras si toi t'es d'accord ou pas, mais on a une histoire, donc parmi les 3 jeunes femmes qui se sont faites capturer, il y en a 2 qui sont potes, qui sont assez proches, et il y en a une 3e. Qui est la bolossa du lycée. Non mais en vrai c'est ça, c'est Bah, meuf, elle est surtout, toute timide, elle est un peu renfermée, voilà, sur elle-même. Elle a l'air tout à fait gentille, mais et il se trouve qu'il y a des flashbacks de temps en temps de l'enfance de quelqu'un. Attention, deuxième gros spoiler qui Ouais, arrive. voilà, c'est ça. Et il se trouve que c'est le personnage, enfin, c'est des flashbacks qui concernent le personnage, donc campé par Anya Taylor-Joy, Dont sur laquelle on reviendra qui joue après, très bien. parce qu'elle joue bien. Et donc, ces flashbacks, qui en plus ont une importance plutôt grande dans la résolution de toute cette affaire, sont très mal insérés, complètement téléphonés. Mais enfin, peut-être pas au début. Au début, ça peut avoir un petit intérêt, et après, on sait pas ce qu'il veut faire. Il y a à nouveau une histoire. Je pense qu'il y a un problème de montage en fait Ouais. là-dessus. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point de vue-là. La manière dont sont insérés ces flashbacks, il y a une espèce de gêne. On comprend pas où il veut en venir. Non, Et à la fin, quand on a la résolution, donc la résolution, c'est que on suppose qu'elle a été donc violée par son oui, oncle. c'est sûr et enfin, certain. même- Ouais. enfin, c'est suggéré de manière très très vieux. Voilà, c'est Ouais. suggéré à la Shyamalan, donc voilà, c'est plus que suggéré. Et en fait, t'arrives à la fin et tu fais ah ouais, toute cette montée en tension pour ça en fait. Ouais, pour ça. Parce que Ou genre tu dis- du coup, encore un film où le viol est un ressort scénaristique. Enfin, Ouais, tu vois, il faut, ouais. c'est vu et revu. Faut commencer à arrêter. Enfin, je pense qu'il y a d'autres moyens de développer des psychologies de personnages Ou même que de faire ça quoi. à C'est la pas un limite- élément pour faire sa psychologie quoi. Ouais. Ou même à la limite, juste ne pas utiliser ces flashbacks qui sont là pour signifier. Enfin, il y a cette petite. C'est monté comme en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui se déroule au temps présent, il y a le flashback qui avance, les différents flashbacks font avancer une histoire dans le temps, mais qui se déroule du coup dans le passé. Et c'est censé un peu se rejoindre, se résoudre à la fin, mais ça tombe à plat. C'est ça. Tombe vraiment à plat. C'est vrai du fait qu'à chaque fois que t'as une scène de flashback, elle ne fait pas écho à ce qui se passe dans le Ouais. film. Souvent, quand on te met un flashback, c'est que il se passe un truc dans le temps présent, dans le diégèse du film, à ce moment précis, qui rappelle à l'héroïne quelque chose qui s'est passé par le passé. C'est souvent comme ça que fonctionne un flashback. Là, pas du tout. Les flashbacks, ils viennent en random pour rythmer un peu le film, et ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas du tout et ça amène. Alors il y a la réalisation que moi j'ai trouvé, c'est pas toujours mauvais, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai pas été choqué, disons, mais c'est mollasson. C'est-à-dire j'ai l'impression d'être face, j'ai noté sur ma fiche, j'ai l'impression d'être en 2004 à nouveau quoi. Oui, mais c'est vieux, je sais pas, c'est sens classique. Mais en fait, ouais, tu sens que Shyamalan veut revenir à ce qui a fait son succès au début de sa carrière. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Sauf là, qu'il il s'est fait passé une une suite dizaine non d'années, officielle quoi. à Incassable. Du coup, il reprend un petit peu ces tics de réalisation anciens qui n'ont, bon, ils en étaient un tout petit peu débarrassés par la suite. Mais bon, voilà, Shyamalan, c'est quelqu'un qui
qui utilise comme ça des codes de cinéma assez marqués. On peut parler d'auteur pour Shyamalan. Et là, en fait, moi, on vois que ça et c'est assez. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Je suis d'accord avec toi, c'est assez lent. C'est lent, c'est lourd. Et alors, il y a un truc plus général, mais là, pour le coup, c'est vraiment mon avis perso. C'est le propos. Au final, à la fin du film, je me suis dit, putain, le propos est super douteux. Ouais, je suis d'accord. Il est très douteux parce que au final, donc là, on vous révèle vraiment toute l'intrigue. On vous avait dit que vous pouviez partir avant. Ouais, Voilà. On vous révèle tout. Là. Il est très douteux parce qu'en fait, donc là, sur les 3 jeunes femmes qui sont séquestrées, il y en a une qui a été violée et les 2 autres non. Et la bête, donc la bête qui est la 24e personnalité non pas Billy Milligan, mais comment il s'appelle, Wendell Crumb. de Wendell Crumb, va du coup défoncer les 2 nanas qui n'ont pas été violées. Il va les éventrer et les bouffer. Ah oui, rappelons d'ailleurs qu'avant, il les a foutus en sous-vêtements pour une random, raison totalement inconnue. Déshabille-toi, ok, voilà. Et en fait, il ne va pas, au final, il ne va pas dévorer la 3e, donc celle qui est un peu, celle qui est un peu plus timide. Qui est jouée par Anya Taylor-Joy. Ouais. Et il ne va pas la tuer parce que elle a souffert. Elle a souffert, elle a vécu des trucs traumatisants. Donc elle est pure aux yeux de la bête. Donc il ne va pas la buter. Donc il y a un truc extrêmement bizarre où, c'est très bizarre ça. Le fait qu'on s'attache au personnage de Anya Taylor-Joy, parce que c'est un peu l'héroïne du film aussi. Elle est plus importante, mine de rien, que ses 2 amies. Et que finalement, en contraste comme ça, en miroir, elle ne se fasse pas tuer parce que elle est pure, et du coup les autres qui n'ont rien vécu, qui n'ont pas souffert, méritent de mourir. Je sais pas, j'étais mal à l'aise avec ça. Non, puis moi ça me ramène un petit peu à ces morales douteuses de films des années 80, c'est que les filles canon et populaires, elles sont forcément bêtes parce qu'on les présente un petit peu comme des personnes un peu bêtes dans le film. C'est ça. Elles ont des dialogues qui sont extrêmement creux entre elles. J'ai l'impression de revenir à ce film où en fait, c'est des jolies filles, on les met en petite tenue, elles vont se faire massacrer juste parce que c'est des jolies filles. Ouais. Alors que la meuf, que j'aime pas du tout. Ça, alors que la meuf un peu bizarre, qui a souffert, voilà. Elle réfléchit, elle. C'est ça. elle réfléchit. Et donc du coup, propos qui m'a un peu dérangé. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, en effet, elles sont en sous-vêtements pendant la moitié du film pour zéro raison. Pour littéralement zéro raison. Et ça, voilà. C'est pour ça que je me demande si c'est pas un hommage raté peut-être à ces Scream Queens des années 80 qui couraient un petit peu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a plus très envie de voir ça en 2017, je pense. Non, ouais. Il y a un point négatif que t'as pas encore abordé, qui moi m'a beaucoup dérangé. Ça concerne pas forcément le film, mais plus la campagne de pub qu'il y a eu autour. Ah, j'ai pas trop vu. J'ai vu que les petits. Tu vois, t'avais la photo de James McAvoy et marqué Kevin a 23 personnalités, la 24e va se réveiller. On a tout fait le truc en mode c'est incroyable, super performance d'acteur de James McAvoy qui va jouer 24 personnalités, tout ça. Et tu regardes le film, et en fait, j'ai compté, il y en a 8, dont on en voit 3 ou 4 que tu vois très très peu. Ça tourne toujours autour des mêmes en fait dans le film. Donc tu as cette femme qui est jouée par James McAvoy qui est en sorte la mère de la maison en fait, des autres hôtes. T'as Dennis, donc lui c'est plus l'homme de main qui a des tocs. On voit donc le gamin qui nous rappelle d'ailleurs dans l'histoire vraie David, qui est vraiment quasiment le même. On a Barry, donc qui est gay, un peu excentrique, qui est un leader, qui est un vrai leader, qui aime beaucoup la mode. Donc lui, on le voit beaucoup dans le film. Et puis après, il y a, on voit vaguement le vrai Kevin, la personnalité haute de base. On la voit vraiment vaguement le corps. D'ailleurs, ça c'est un truc sur lequel on reviendra. Donc il y a évidemment la bête qu'on voit, mais sinon après il y en a 3 qu'on voit quasiment pas. Donc c'est le vrai Kevin, la femme qui prend de l'insuline et qui me fait sans doute penser un peu à Dalana. J'imagine qu'il y a une référence à ça. Et le fan d'histoire asiatique. Qui est même quasiment plus suggéré lui que réellement. Alors on le voit très très brièvement à la fin quand ça part en vrille dans la tête de James McAvoy et qui fait toutes les personnalités à la suite. Enfin toutes les 8 personnalités à la suite, pas toutes du coup, parce qu'on verra jamais les 23 dans tout le film.
Le seul moment où on te suggère finalement dans le film qu'il a 23 personnalités, c'est quand on voit sur son ordinateur qu'il y a 23 vidéos Ouais. des journaux de bord vidéo. Mm. Et en fait, on n'en voit que 2, ces journaux. Mm. Donc, du coup, c'est ces 2 personnalités qu'on voit, le fan d'histoire asiatique et la femme qui a des problèmes de santé. Mm. C'est les 2 seuls qu'on voit en vidéo, comme ça, alors qu'il y en a 23. J'ai trouvé ça un peu mensonger. Je me suis dit à ce moment-là, pourquoi dire 24 ? Ben ouais, en fait, Tu vois, voilà, c'est ça, ça 8, renvoie c'est déjà impressionnant. ça renvoie au côté inspiré de faits réels. Qui en avait exactement 24. Il en avait en effet, on les chez Billy connaît, Milligan. on les voilà, elles sont toutes évoquées, décrites dans le livre. Mais là, il choisit d'en prendre 8, en même temps d'en faire une adaptation non officielle, mais quand même de garder le chiffre de 23-24 avec la bête. Et on se dit pourquoi ? Enfin, quel est l'intérêt ? Aucun intérêt, on voit 8 personnalités à Ouais. l'écran. Moi, tu me dis, le mec, il y a 8 personnalités, je trouve ça déjà pas C'est mal. monstrueux, on est d'accord. Hein, donc, C'est déjà ouf. donc, quel était le besoin de dire 24, à part pour faire écho de Ouais. manière mais pas du tout dissimulée à l'histoire originale. Ouais. Donc, je trouvais ça un peu absurde et vraiment dommage. Après, il y a des trucs qu'on a bien aimés. Oui, James McAvoy déjà. James McAvoy, il est saisissant, il arrive à faire ressortir toutes ses veines du visage, hein. J'ai bien regardé. Oui, il est hyper fort. Il va faire sortir toutes ses veines et tout, c'est assez impressionnant. Il y a une scène qui m'a impressionné, c'est quand il est chez la psychiatre Ouais. et qu'il passe, il y a la bascule qui se fait entre Ouais. Barry, donc qui est très excentrique, très sympathique, tout ça, à justement son personnage qui a des tocs, qui est Dennis, qui est hyper froid, hyper Ouais. dur. Il se passe un truc sur les muscles de son visage Ouais. qui est assez impressionnant. Une vraie performance d'acteur sur cette scène-là en particulier, j'ai trouvé. Ouais, et puis le film repose énormément sur lui parce que les acteurs secondaires, acteurs et actrices secondaires, c'est pas trop ça. Bah, à part sauf- l'héroïne. Hein. Voilà, c'est ça, l'héroïne, celle qui va s'en sortir, Anya Taylor-Joy, qui pour le coup joue bien. Elle est crédible. Il y a des phases, il y a des dialogues un peu plus intéressants entre elle et McAvoy. Et je pense Et que là, elle, ça c'est fonctionne bien, là. c'est une actrice à suivre. On l'a vu dans quelques films auparavant, notamment dans The Witch. Elle jouait le personnage principal dans The Witch. J'avais pas trop aimé le film, mais il faut reconnaître que elle, dedans, était très très bien. Et là, elle a tourné 6 films en l'espace d'1 an et demi. Donc il y en a quelques-uns qui vont sortir. Donc ouais, elle a beaucoup de taf, mais a priori, elle joue, elle joue très bien. Enfin, en tout cas, ces films qui sont sortis jusqu'ici sont très bien. Elle avait accordé une interview à Mademoiselle dans laquelle elle disait qu'elle s'attachait vraiment profondément à ses personnages, qu'elle les considérait comme des amis, vraiment, enfin, tu vois, qu'elle vivait avec eux dans. Ça va développer des personnalités dans sa tête. Mais c'est peut-être pour ça qu'elles se font aussi bien dans ce personnage-là. Ouais. Et Oui. vraiment, on y croit du début à la fin, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est jamais dans la caricature, elle est très juste. Donc, c'est vrai que c'est. Pour moi, James McAvoy, on savait que c'était un très bon acteur, confirmé. Ouais, pour moi, c'est vraiment elle la révélation du film. Ouais, d'autant plus que James McAvoy, il avait un rôle à performance. Oui. C'est-à-dire que voilà, il passe d'une personnalité à l'autre. Elle a une seule personnalité tout le long du film, mais ce qui n'empêche qu'elle reste impressionnante. Donc voilà, du bon jeu d'acteur pour ce qui est de l'acteur principal et de l'actrice principale. Dans les autres trucs que j'ai aimé au final, j'ai dit le pitch de base en fait, le pitch est alléchant. Oui, mais c'est ce qui nous a donné envie d'aller le voir. Ouais, en fait, ouais. Le pitch est prometteur, voilà, et ça tout. Enfin, moi ça me bottait quoi. Mais la réalisation ne suit pas. Je suis en train de lire les blagues que tu as glissées dans notre conducteur. Elles sont formidables. On va maintenant évoquer les points communs du film et de l'affaire avec le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, comme Frédéric TDI. Et celle-là, j'en étais particulièrement fier. Hein. Ah bah ça se sent, elle est magnifique dans le truc. Sur ce jeu de mots, nous allons faire une transition magnifique sur les points communs du film et de l'affaire, en commençant par les alters qui se ressemblent. Il y en a plusieurs qui font penser aux vrais alters de Billy Milligan. Notamment David, on l'a dit, David donc, qui est l'enfant et qui est l'hôte de la peine chez Billy Milligan, enfin de la peine, de la douleur, pardon. On dit pain, pas la peine, c'est un faux ami, n'est-ce pas? Donc oui, c'est lui qui reçoit toute la douleur et qui est resté bloqué à l'âge de 7 ans. Donc en fait, lui, clairement, c'est le gamin qu'on voit dans Split. C'est exactement le même. Adalana, moi j'ai trouvé effectivement ce lien avec le personnage féminin qu'on voit brièvement dans le film. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais j'ai retrouvé en tout cas un lien, et Arthur et Ragen, donc qui sont les deux personnalités de base de Ouais. Billy Milligan, enfin les deux personnalités qui sont dans la lumière. Mm. Donc Ragen, le yougoslave, un petit peu rustre, un petit peu Un petit peu homme brut, ouais, de main, carrément. enfin. Ouais, c'est ça, brut. ouais, c'est ça. C'est le seul d'ailleurs chez Billy Milligan qui avait le droit d'avoir des armes, et c'est lui en Ouais. fait qui a commis les vols, parce qu'il y a eu des vols et des viols. C'est Ragen qui a commis les vols, si on en croit l'histoire qui est racontée par le biographe de Billy Milligan. Et il parle serbe. Et il parle serbe, tout à fait. Donc là, le personnage de Denis ne parle pas serbe, mais je retrouve ce côté un petit peu froid, mécanique, Oui, chez lui, méthodique, mécanique, ouais, t'as raison. Ouais, et qui en même temps le côté, il y a Arthur, donc le personnage de l'anglais, qui est très attaché aux bonnes manières. Mm. On le retrouve dans le personnage féminin aussi de Split. Oui, complètement. Donc Ouais. en fait voilà, il y a des liens entre les personnalités, je trouve, de l'histoire vraie Mm. et les personnalités qui sont chez James McAvoy dans le film. Pas Ouais. forcément exactement les mêmes, mais on retrouve Oui, des oui. traits communs. Ouais, c'est vrai. Et puis après, il y a toute cette histoire de nombre, quoi. 3 Ouais. victimes, 24 Oui, personnalités. Oui, du coup, dans l'histoire qu'on vous a racontée, on vous a parlé des 3 victimes. Donc, par contre, les 3 victimes n'étaient pas ensemble. Oui, c'était dans plusieurs Split, moments différents. elles sont capturées en même temps. Dans l'histoire originale, elles sont capturées les unes à la suite des autres. Et en plus, c'est marrant parce qu'elles sont décrites. Il y en a une qui est décrite comme étant rousse. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux roux. Et il y en a une aussi dans le film qui est. Enfin, tu sais, ils reprennent un petit peu. C'est pareil, t'as De Bruyne et une rousse dans Ouais, l'histoire vraie. J'avais pas vu les ils reprennent un victimes peu originales. des descriptions physiques. Ils disent qu'il y en a une qui est un peu plus petite et rondelette. Enfin, bon, voilà. Je sais pas laquelle c'est dans Split en l'occurrence. Ouais, non, moi non Parce plus. qu'il a pris 3 bombes en fait. Alors ça aussi, on revient sur les côtés gênants de la représentation, Ouais. de la jeune femme dans les films. Elles sont toutes canons, elles sont toutes en petite tenue. Pourquoi tu fais ça, M. Night Shyamalan? On sait pas. Pourquoi? À part pour te rincer l'œil, et c'est pas très bien. Donc Non. voilà. Par contre, il y a des trucs qui n'ont rien à voir, et effectivement, c'est pas exactement la même histoire non plus. Et je pense que c'est pour ça que Shyamalan parce que revendique du coup, pas. voilà, film fantastique pour ce qui est de Split, du genre fantastique. Donc la bête, le dernier personnage qui émerge, je sais plus s'il est présenté comme une. T'es en train de lire mes blagues, c'est ça? Ouais, Je sais pas, il est pas présenté comme une synthèse. Non. Il est présenté comme le surhomme qui va émerger de tout ça. Un petit peu comme En fait, il y a tout un délire, il y a plusieurs personnages qui s'appellent donc la Horde, c'est quelques personnages oui. à l'intérieur de Kevin Wendell Crumb. Je crois que c'est 3 personnages ou 4 personnages qui ont tous une espèce de religion qui est celle de la bête, qui va venir les sauver, qui va prendre possession du corps et qui va tous les protéger en fait. Et donc c'est ça la bête, c'est l'espèce de dieu de leur religion chelou qu'il y a. Et ce qui... ça c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui se traduit... ça c'était la version cinématographique, mais il y a une personnalité de synthèse, donc comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qui est le maestro, ou aussi appelé le teacher, le professeur. Dans la version originale. Qui là, pour le coup, est une synthèse de toutes les personnalités de Billy, et qui du coup, en cumulant les différentes connaissances des personnages, est quelqu'un d'extrêmement brillant du coup. Ensuite, dans ce qu'il n'y a pas non plus du coup, relié à ça, la transformation physique, puisque un des messages du film, c'est que grosso modo, ça aussi j'ai trouvé ça un peu rigolo, on est ce qu'on veut être dans la vie, et peu importe, alors laissez-nous tranquilles. Si je veux être un monstre qui n'est pas blessé par les balles des flingues, et qui c'est pas grave, et qui mange des gens, on est ce qu'on veut être. Et alors c'est pas dit comme ça, mais grosso modo ils appliquent le principe de la volonté qui prend le dessus sur le physique, et que si on est relativement concentré qu'on a le contrôle de ses muscles, on peut arrêter des coups de fusil à pompe, il y a pas de souci. Ne le faites pas chez vous, ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. Même si vous le voulez très fort, ça ne marchera pas. Donc voilà, et puis du coup ça rejoint aussi le Core Billy, qui est dans le documentaire, donc Core C-O-R-E en anglais, Core. Tu remarqueras mon super accent. Oui, magnifique. Je jugerai jamais sur ton accent anglais parce que le mien est pire. Et en fait, ce Billy originel, là on ne l'a qu'une fois en fait. On le voit brièvement à la fin. On le voit brièvement à la fin. Mais en fait, il y a une personnalité originelle derrière toutes ces personnalités créées, inventées. Et ça, du coup, c'est un peu... c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est qu'il y a un traitement du truc qui est un peu étrange. C'est-à-dire qu'on pourrait le voir...
je sais pas, la personne originelle derrière tout ça, on pourrait la voir de temps en temps, ou même qu'elle mène une vie tout simplement à côté Et ça, sans avoir ça conscience c'est, de tout ça. Mais... je trouve pas que ce soit un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire vraie, parce que pour le coup, dans C'est- l'histoire vraie, le vrai Billy existe. C'est Ouais. juste que ces personnalités l'ont mis en sommeil Mm. après une tentative de suicide quand il avait 16 ans. Mm, mm. Et il revient brièvement parce qu'en fait, à chaque fois, quand il est en prison et à l'hôpital psychiatrique, Oui. qu'il essaye de se suicider, Oui, mais c'est ça, il revient C'est quand il alors revient. que dans le film, il revient pas. Tu il vois. revient Il y a- à la fin il y a- et il il y essaye a 10 d'ailleurs de se secondes. suicider Ouais, en disant allez chercher mon fusil, je vais Ouais, me tirer ouais. une balle. Sauf que là, ces autres personnalités reprennent le dessus et du coup l'empêchent de le faire, quoi. Ouais. Notamment la bête qui La revient bête. avec le thème d'incassable qui commence à se mettre à la fin quand il pense à ses blessures. Oui. Donc voilà. Puisque oui, c'est, on le rappelle, voilà, le début, malheureusement, du M. Night Shyamalan Cinematic Universe, qu'on a envie de voir ou pas Pas. trop, je sais pas. En tout C'est cas, marrant, pas c'est marrant. après Split, pas forcément. Pas forcément après Split. Alors après, Mais je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus, je vais quand même préciser que moi je trouve pas que Split soit un mauvais film en soi. Ouais. Je trouve qu'il est en dessous des attentes qu'on avait. Ouais. Bon, toi, il est largement en dessous des Ouais, attentes que ouais. t'avais. Ouais, parce que Moi, en je fait, trouve que mais ça reste j'avais, un honnête euh, thriller en qui tient vrai, debout quand même. En vrai, j'avais un peu des attentes parce que le dernier film de Shyamalan que j'avais vu au cinéma, c'était Phénomène. Et Oui. Phénomène, c'est un des seuls films de mémoire où au milieu de la séance, je me suis dit, mais il faut que je me barre, je peux pas rester ici. C'est pas possible, je peux pas. Phénomène, celui avec les fougères. Avec les fougères, avec les plantes, il y a Oui, les, c'est ça, c'est les plantes qui émettent des spores pour Oui, que c'est les ça. humains. Alors, ça se transforme à les plantes émettent des spores portés par le vent pour que les humains n'aient plus d'instinct de survie. À tout le monde se suicide. Ok. C'est Je viens de me c'est- rappeler pourquoi je l'ai c'est pas regardé. horriblement nul. On voit au pire des moments, on voit une perche micro. Enfin, c'est surréaliste. Mark Wahlberg, pourtant, j'ai rien contre Mark Wahlberg. Hein, enfin, comme ça, il est sans doute un gentil garçon. Mais tout est mal joué. Le scénario, mais c'est écrit avec les pieds. C'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de rythme. C'est un des C'est vrai que films. Phénomène, je me souviens que c'était énormément fait tracher, et donc à Oh juste là là. titre, hein, si je pense Ouais. ce que tu me dis. On me donne pas très envie de le regarder. Non, le dernier film. Alors, tu vois, par exemple, là, c'est dans l'autre sens. Moi, un film que j'avais, qui déjà a été très critiqué dans la filmographie de Shyamalan, mais qui m'avait beaucoup impressionné, c'était Le Village. Le village, C'était Le très Village, sympa, hein, moi je trouve. après Sixième Sens, après Incassable, tout ça. Et pour le coup, Le Village, ça a une autre gueule. Hein. Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrian Brody. Là, t'as du casting qui joue bien. Hein. Les trois personnages Ce qui est bien dans Le principaux Village, c'est jouent que très bien. à la fin, t'as un vrai twist dans Le Village. Un Il y a vrai une twist vraie surprise. et- ouais. Alors que, en fait, moi, c'est ça qui m'a déçu, je pense, dans Split. C'est que c'est le contrat. Tu vois, on me dit, tu vas voir un film de Shyamalan, t'as un split. T'as un T'as un split. T'as un split. Tu vas voir un film de Shyamalan, t'as un split. T'as un twist, pardon. T'as un twist forcément à un J'aime bien. moment. Et moi, donc j'ai regardé Incassable après. Parce Ouais. que je ne l'avais pas vu avant. Et je savais juste que Bruce Willis, lui, il avait dû jouer dans un film de Shyamalan. Et tu le vois à la fin. Et donc en fait, c'est ça le twist. Mm. C'est que tu vois Bruce Willis, il y a une référence à Incassable, il y a le thème d'Incassable, donc que je connaissais pas. Hein, je connaissais pas la musique d'Incassable. Et donc du coup, et là, t'es censé te dire, ah oui, en fait, c'était une Ça- suite à Incassable c'est- et c'est ça le twist. Sauf que moi, ce qui m'a extrêmement déçu, c'est que bah, si t'as pas vu Incassable, le twist, tu l'as pas. Alors, si t'as pas vu Incassable, le twist, tu l'as pas. Et puis même, c'est d'une facilité. Oui, C'est pas un twist intelligent. Il y a rien à se dire que c'est pas un truc que tu peux deviner. Il y a pas des détails, des trucs dissimulés. Alors je ouais, pense. la référence à Incassable, tu peux pas la deviner, mais le fait que c'est un film avec du surnaturel, Ouais. et ça, tu vois, même dans ce cas-là, si c'était ça le twist, c'est qu'en fait, ah, la bête c'est surnaturel, bah tu l'as depuis le début. En fait, moi, depuis le début du film, je fais, ouais, donc alors voilà, à un moment, il va se transformer, va y avoir un truc surnaturel, ok. Et à la fin, oui, effectivement, il se passe un truc et il y a du Ouais. surnaturel. Mais ouais, le vrai twist, normalement, c'est ça, c'est qu'en fait, on te dit que, ah bah en fait, ça se passe dans le même univers qu'Incassable. Moi, j'avais pas vu Incassable, du coup, je m'en fous. Ouais, puis même, non, puis même, je veux dire, c'est pas c'est pas inclus, c'est-à-dire que ça se passe, je sais pas comment dire, ça se passe à la fin, c'est pas un truc, dans le village, c'est tout le scénario qui est reposé sur l'enfermement du village, et qu'on se rend compte à la fin que c'est pas tout à fait ça, tu vois. Et dans Sixième Sens aussi. Dans la plupart des films. J'ai trouvé que c'était pas très fort Non, c'est facile. en twist.
Après, tous C'est les gens qui facile. avaient vu et aimé Incassable ont trouvé ça génial comme twist, et je peux les Oui, comprendre parce oui. que pour eux, effectivement, il y a une vraie surprise quand tu vois ça. Hmm. Quand t'es quelqu'un qui a pas vu Incassable, ça passe pas. C'est ça pour Ouais, moi ouais. qui est dommage, tu vois. C'est que voilà. Enfin bref. Et si on Petit- disait, j'avais 2-3 infos. Ouais, t'avais des anecdotes Ouais. que moi j'aime bien. J'avais vu, donc là on revient sur l'histoire vraie, sur celle de Billy Milligan. Donc Billy Milligan, on l'a dit. Milligan. Ouais, ça sonne bien, hein. Billy Milligan. Billy Milligan, donc, qui est passé pendant 10 ans par plusieurs HP différents à travers les États-Unis, où il a été soigné par plusieurs personnes, est passé à un moment donné par l'asile d'Athènes. Est-ce que tu connais l'asile d'Athènes, Charles? Alors déjà, il se situe pas à Athènes, Absolument pas. il se situe aux États-Unis. et oui, j'en ai entendu parler parce que il est réputé pour être l'hôpital psychiatrique le plus hanté des États-Unis. Tout à fait. En fait, il a fermé en 93. Il est resté ouvert très très longtemps. À la base, c'était un HP de très bons standards, hein. Les gens allaient vraiment se faire. Enfin, les gens qui étaient internés là-bas, il y avait vraiment des vrais soins qui étaient apportés. C'était un petit peu à la pointe. Et puis après, il y a eu beaucoup de monde. Et c'est là que c'est parti en couille. Donc, tu as eu tout ce qui est trépanation. Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, quand on te met un truc dans l'œil pour aller trifouiller ton cerveau. Ouh, comme il y a dans Sucker Punch. Exactement. Oh, J'ai je sais oublié le plus, nom. moi aussi, je vais pas le terme. retrouver. Trépanation. Je sais pas. Trépanation transorbitale, je crois qu'on dit. Ah, oh. Ouh, c'est un gros, c'est un Ouh, gros. Voilà. oh, tu Donc, oui. l'as bien casé. Ouais, c'est un bon mot pour un truc très très crade, hein. Donc les électrochocs, tout ce genre de trucs. Et donc forcément avec ces traitements-là, si on peut appeler ça des traitements, beaucoup de gens sont morts à l'asile d'Athènes, Tu m'étonnes. évidemment. Et donc du coup ça a acquis la réputation de lieu extrêmement hanté, donc l'HP le plus hanté des États-Unis. Faut savoir que ça a fermé en 93 et qu'en 93, eh ben, les gens qui étaient encore dedans, on les a tout simplement relâchés dans la nature. Ah bon? C'était plutôt sympa, oui, parce que plus de budget, plus rien, pas possibilité de les remettre ailleurs. Donc ceux qui étaient pas trop graves, eh ben, ils se sont retrouvés dans la nature parce qu'il n'y avait plus d'endroit pour les accueillir. Donc l'histoire de l'asile d'Athènes où est passé Billy Milligan est une histoire en elle-même qui est très intéressante, qui n'a pas à ma connaissance inspiré de film, donc j'invite nos auditeurs à se renseigner là-dessus parce qu'on n'en parlera pas. Voilà. J'ai cru que t'allais les inviter à tourner un film. À tourner un film, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien, ça pourrait être cool. En tout cas, il y a vraiment matière parce qu'il y a des dizaines de légendes sur telle pièce elle est hantée par telle personne, tel couloir, il y a plein de fantômes à cet endroit-là. En fait, chaque zone, parce que c'est assez vaste, hein, on parle d'un énorme bâtiment, chaque zone a ses légendes intérieures. C'est vraiment un bâtiment extrêmement hanté, donc avec beaucoup d'histoires dessus. C'est tout à fait normal si tous les patients avaient autant de personnalités que Billy Milligan et que toutes ces personnalités hantent le Tu lieu. multiplies par 24 chaque Voilà, personne c'est qui est ça. morte là-bas. Exactement, ça fait un démon par mètre carré, quoi, littéralement. Même plus, hein. Je pense hein. qu'on est sur du rassemblement Fillon au Trocadéro. Hein. On est sur du 200 000 personnes sur une place. Hein. Je pense que. Mais c'était peut-être pour ça. Cette référence. C'était peut-être pour ça qu'il y avait autant de monde sur la place du Trocadéro. Ils avaient tous des personnalités multiples. Ah, j'approuve cette vanne. Ah, du coup, ça explique. Ouais. Ah oui, c'est pour ça. On est sur du En fait, rassemblement. autant il y avait une personne voilà, qui avait 200 000 personnalités. François Fillon, sans François doute. Fillon. Dont 199 000 fictives. Bon, bah, passons sur cette partie politique pour aborder le dernier trivia en plus que j'avais sur Billy Milligan. Il y a un film normalement qui est prévu, donc là c'est clair, hein, c'est assumé, c'est l'histoire de Billy Milligan, qui s'appelle The Crowded Room. Donc tu vois, on parlait de mon accent anglais tout à l'heure. Ouais, ça va. Avec Leonardo DiCaprio normalement dans le rôle titre. Ça fait un petit moment que ce film est dans les tuyaux, hein. Je crois que ça fait quelques années maintenant. D'accord. C'était même avant 2015, on commençait déjà à parler de faire ce film. A priori, vu le succès de Split, ça m'étonnerait pas que le projet soit relancé et arrive assez prochainement, donc à voir, ça peut être vachement sympa. Ouais. En effet. Est-ce que tu crois que ça donnera une émission inspirée de faits réels? Est-ce qu'on ferait 2 émissions sur la même histoire originale avec 2 films et on ferait, je sais pas, des trucs fous? Ah, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Bon, de toute façon, il est pas encore sorti. Tu refais exactement l'émission. La même. On fait. Tu sais, on Juste reprend le on script. réenregistre et on remplace juste Split par The Crowded Room. Ça, à chaque fois. Alors, l'histoire de The Crowded Room et celle de Billy Milligan. On
pourrait le refaire en prenant un accent. Oui. Entièrement en belge. Bref. J'avais une petite. Tout ça m'a posé des questions. J'écoute tes questions. Tout ça m'a posé des questions, notamment une petite problématique. Et au final, finalement, quand je vois l'intérêt, le peu d'intérêt que ça peut avoir d'avoir une histoire inspirée de faits réels pour créer un film comme Split, je me demande dans quelle mesure, du coup, un réalisateur, il s'inspire de faits réels, d'une histoire réelle, mais uniquement pour créer une mythologie, en fait, qui va prolonger l'expérience du spectateur. Parce que là, vu que c'est pas marketé comme étant inspiré de faits réels, c'est-à-dire, quel est l'intérêt de coller aux faits, du coup? J'imagine que c'est pour apporter plus de réalisme. Bah à- ouais, à non, mais son ça, propos. c'est le, Mais mais ce ça, qui est c'est le boulot cassé de par le- l'auteur, ça. Ça, c'est le boulot du scénariste, tu vois, à partir d'une histoire de Ce base, ne tient pas d'écrire trop, des puisque trucs. Split, en fait, à la fin, tu te rends compte Oui. que ça peut pas être une histoire, parce que ça se passe dans un univers un peu surnaturel, donc Ouais, ça ouais, tient ouais. pas. Donc je sais pas pourquoi coller à quelque chose, à des faits qui se sont passés, hein, comme on vous l'a dit à la fois dans les trucs qui ont rien à voir et dans les trucs qui collent. Pourquoi coller à ce point à une histoire comme ça pour au final, tout casser un peu à la fin. Donc ouais, je me demande si c'est pas juste pour créer un peu une sorte de mythologie autour du film, que les gens après aillent voir dans leur coin. Ah, ça c'était en fait ce qu'on fait nous en fait. Exactement, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et on s'est fait On s'est tellement fait avoir. Mettons vite fin Donc à ce voilà. podcast. Ouais. Ah si, j'avais un autre truc, vas-y, je t'écoute. mais celle-là pour le coup c'est très particulier. Ça m'a fait penser et je crois que l'article de Motherboard sur Billy Milligan en parle. Je sais plus si c'est lui ou si c'est un autre article qui parle notamment c'est une théorie en philosophie, la théorie des mondes possibles, où tu sais, des choses Je se crois que c'est dans développent cet en article, parallèle. effectivement. Et ça a évidemment un pendant en physique avec toutes les théories qui là sont plus tournées sur les parallèles qu'il peut y avoir vraiment entre des univers, et nous on vivrait dans un univers, mais en fait il y a des lignes différentes tu sais, qui coexistent en parallèle et tout. Et là c'est une sorte genre d'application biologique de la théorie des mondes possibles dans un corps. Et je pense qu'on peut laisser les auditeurs réfléchir là-dessus. Oh putain, tu m'as tué. Ouais, non, c'était voilà, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, des trucs parce qu'au final, c'est un peu des possibilités, c'est différentes Oui, c'est il aurait pu être telle personne. Ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que D'accord. dans chaque personnalité, t'as une possibilité. Et après, si tu regardes le trouble dissociatif de l'identité, en fait, c'est pas il aurait pu être telle personne à chaque fois, c'est il est littéralement ouais. ces 24 personnes en même temps. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a renommé ça trouble dissociatif de l'identité, parce qu'avant on appelait ça trouble de la personnalité multiple, parce que ce ne sont pas des personnalités, ce sont vraiment des identités en elles-mêmes, quoi. Ouais. Et puis ça aussi, ça pose la question. On s'est posé la même question en lisant le bouquin sur Billy Milligan. À quel point on peut accorder un fond de vérité à quelque chose qui est un cas si rare, tu vois. Je crois que c'est à ma connaissance celui qui en avait le plus avec 24. Il y avait le cas d'une jeune femme qui en avait 11 ou 12, je crois. Enfin, c'est déjà énorme en soi. Et c'est vrai que la plupart des gens qui ont des troubles dissociatifs de l'identité ont 2 personnalités, 3 max. Enfin, souvent c'est 2 en fait. C'est suite à un traumatisme, elles ont développé une deuxième identité qui a pris le relais pour l'aider à tenir le coup. Il y avait des chiffres qui étaient assez forts là-dessus. On est sur un pourcentage quand même assez élevé aux États-Unis. D'accord. En tout cas, assez élevé chez les personnes ayant vécu des traumatismes, pas chez Oui. l'ensemble de la population. Donc c'est quand t'arrives plus à tenir, en fait, une autre identité prend le relais. C'est exactement ce qui s'est passé pour Billy Milligan à plusieurs étapes de sa vie. Ouais. Tu vois, le gamin qui a peur de la terre et qui a peur des hommes, qui est apparu au moment où le mec lui a fait creuser sa propre tombe. Ouais. C'est- Non mais oui. Mais enfin, ça reste, ça c'est vrai qu'on l'a vraiment évoqué, mais Billy Milligan, ça reste un violeur. Oui, ça reste un violeur. C'est quand même quelqu'un qui qui est un agresseur. Il a agressé. Alors. Et c'est ce qui me gêne un peu d'ailleurs dans le livre de Daniel Case qui est consacré à la vie de Billy Milligan, c'est que on te présente toutes ces personnalités, on dit oui, mais il n'est pas responsable, machin. Attends, une de ces personnalités a quand même pris la décision de violer des gens. Ouais, quoi. voilà. Et donc, si comment, il est toutes ces identités, ouais. et ben, il est aussi cette personne qui a violé
trois jeunes femmes, quoi. Et puis dans quelle mesure on peut accorder je sais pas, ce fond de vérité. Enfin, je sais pas, il faut rentrer quand même dans une logique qui est assez compliquée. Enfin, on va en arriver à notre. On conclut. On conclut, On conclut. par notre traditionnelle question. Ouais. Mon cher Charles, est-ce que selon toi ça colle l'histoire vraie? Eh ben oui, moi j'ai trouvé que oui, parce que donc c'est pas marketé comme tel, tout ça, mais il y a pas mal de trucs importants, et notamment en fait ce que j'ai finalement préféré dans ce qui colle entre l'histoire originale et le film, c'est les rôles des différentes personnalités et les relations qu'elles entretiennent entre elles. C'est-à-dire que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Dire qu'il y en a qui sont écartés de certaines conversations, il y a deux personnalités qui peuvent avoir des informations. Il y en a qui en protègent d'autres. Il y en a qui en protègent d'autres. Ça, c'est un truc qu'on a dans les deux. Chez Billy, ça se ressent énormément. Ragun dit que tout ce qu'il fait, donc c'est-à-dire les vols, avoir des armes, tout ça, c'est pour protéger les petits. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnalités enfantines, enfin en tout cas qui ont moins de 16 ans à l'intérieur de Billy Milligan. Et du coup, en fait, il fait ça à chaque fois. Vraiment, il le dit tout le temps dans ses entretiens avec la police. Et c'est je vais protéger les petits. Et d'ailleurs, quand il est en prison, Billy Milligan, c'est Ragan qui devient la personnalité leader, qui choisit qui va dans la lumière, parce qu'on est dans un environnement hostile et parce que c'est le plus habilité à le faire. Et ça, on le retrouve dans le film. Le fait qu'il y ait de la protection comme ça d'une personnalité à l'autre, qu'elle semble dialoguer entre elles, qu'il y ait un conflit à l'intérieur. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, que ça collait, d'autant que bon, il y a le même nombre de personnalités. L'enlèvement des 3 étudiantes, qui même s'il est simultané dans un cas et pas dans la suite et pas dans l'autre, ça reste quand même 3 étudiantes. Évidemment, il n'y a pas viol dans Split, hein, parce que ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles l'adaptation est compliquée. Ça peut pas être c'est difficile à marketer comme étant inspiré de faits réels aussi, parce que littéralement ça veut dire que James McAvoy, tu lui appliques les mêmes caractéristiques, le héros est un violeur du coup. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est juste une bête qui mange des gens. Voilà. Le core Billy aussi, parce que le core Billy qui finalement au bout d'un moment n'apparaît plus trop aussi, ça c'est aussi un truc qui colle plutôt bien. La personnalité originelle qui est tellement enfouie par les autres personnalités qui ne revient pas. Et je me rappelais plus au moment de préparer le podcast. Si on avait des détails sur l'enfance de alors James très McAvoy, peu, en fait il y a juste à la toute fin du film, tu sais, quand t'as les derniers flashbacks sur le personnage féminin, on a vite fait un passage où on voit que le petit Kevin Wendelcrum se cachait sous son lit parce qu'il était violenté par quelqu'un. Ah oui, mais il avait un souci avec sa maman. Hein. Oui, et là c'est sa mère en l'occurrence. Et donc oui, on voit brièvement ça, mais ça dure 3 secondes. Ouais. Et en fait, ça te laisse juste supposer que oui, effectivement, son enfance devait pas être très sympa, et que c'est sans doute pour ça, comme le vrai Billy Milligan, qu'il a développé toutes ses identités par la suite. Et donc, est-ce que ça colle ? Moi j'ai envie de dire oui. Toi, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi je trouve que ça colle plutôt bien, paradoxalement, puisqu'Indiana Shyamalan ne dit pas qu'il s'inspire de cette histoire, mais je trouve que ça colle étonnamment bien. C'est évidemment transposé à une autre époque, il y a des altérations, hein, c'est sûr, mais en fait le fond du truc colle plutôt bien. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on adhère ? Toi, est-ce qu'on adhère ? doute Donc, que non. Moi non, à titre personnel, je n'adhère pas. J'avais écrit des bêtises sur le conducteur. Oui, d'ailleurs, je vais les lire. Non. Tu as dit parce qu'on a l'impression d'être plongé 12 ans en arrière tellement ça pue du cul. Et ça correspond plutôt à ce que tu m'as dit avant qu'on enregistre cette émission. Donc, ce ne sera pas dans ta bouche, ce sera dans la mienne. Mais on a compris ce que tu pensais, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'adhère moyennement plus. Moyennement quand même. Hein. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. À titre personnel, par exemple, j'ai préféré The Visit. Oui, pareillement. Malgré la présence d'enfants très agaçants dans The Visit, j'ai préféré The Visit. Après, je trouve que ça reste un film plutôt sympa quand il sortira en DVD, en Blu-ray et un petit peu partout sur les internets. Regardez-le, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est marrant, j'avais pas capté, mais c'est le premier film où on n'est pas à 100% d'accord. Ouais, on n'est pas totalement d'accord. Quand on est sorti de la salle, tu m'as dit c'est une merde. Moi j'avais fait calme-toi un peu. J'étais tellement choqué. Et en plus je sais pas pourquoi j'ai été en quelque sorte donc tout le long du film, genre ça s'accumulait, je me disais mais mon Dieu c'est pas possible. Et j'étais en quelque sorte validé par les personnes. Il y avait 3 jeunes femmes à ma gauche qui
qui genre avait des rires nerveux au moment des répliques les plus nulles. C'est qu'il y a des répliques Et, nulles. et du coup, je sais pas, ça me validait dans mon avis. Et du coup, je suis sorti du cinéma, je me suis dit putain, mais c'est pas possible. Et en conclusion, là aussi, tu veux lire ce que j'ai écrit en conclusion. Bah oui, t'as dit aller plutôt voir Moonlight, moi je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. C'est un très 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 beau film. Donc, C'est vrai qu'il y a pas mal de films sympas au cinéma. Il y en a beaucoup en ce moment. Oui, ouais, après les Oscars. Il y aura. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, Get Out n'est pas sorti. Mais je pense qu'il faudra qu'on aille le voir, par exemple. Ouais. C'est un très bon film pour le coup. Donc voilà, je pense qu'on va dire au revoir à nos auditeurs. Déjà, on leur dit d'aller. Déjà, je pense que là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on les saoule. Ah, c'est vrai, t'as le truc sous les yeux. J'ai le timer, je crois qu'on est à peu près une heure. Voilà. Donc Ah, ça ok. commence à faire. Et ben, on leur dit d'aller nous retrouver sur les réseaux sociaux, de pas hésiter à venir nous parler. Tout à fait, de plus en plus de gens le font et c'est vachement cool, et c'est ça cool, fait ouais. vraiment plaisir. Mm. D'ailleurs, ils ne le disent pas qu'à nous, ils ne font pas que des bons commentaires à nous, puisqu'on a été dans l'article sur les meilleurs podcasts de BuzzFeed. Français de BuzzFeed, ouais, Et ça, c'est cool. On a une de nos auditrices, Maude, qui nous a encensés et ça fait vraiment plaisir. On devrait lui envoyer des goodies. Oui, et on devrait, effectivement. Un ou deux Un goodies qu'on a, goodies, parce qu'on n'a pas qu'on vraiment en a des pas goodies vraiment, en fait. ouais. Donc moi j'ai une boule à neige qui traîne, je sais pas si ça... non mais franchement c'est cool, ça fait plaisir de voir vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'on en a eu quelques-uns, Ouais. ça fait plaisir aussi de les avoir, ça nous permet de faire évoluer un petit peu l'émission, et d'ailleurs j'en profite pour faire une précision, il y a un commentaire négatif qui était revenu, c'était qu'on comprenait pas pourquoi dans Tristement Tragique, on faisait les cons comme ça. Ah oui. En fait, ouais. on refait la précision. Hein. Tristement Tragique et Inspiré Feral sont deux émissions très différentes. Voilà. On n'est vraiment pas dans le même délire. Tristement Tragique, pour nous, c'est vraiment une cour de récré où on raconte vraiment des choses plutôt marrantes, en détente totale. Ah oui, Donc, on n'est pas du tout on dans le même bosse ton pas, que Inspiré Feral. ouais, Hein. ouais. Là, il y a une première partie qui est écrite, voilà, une deuxième sur laquelle on bosse un peu, qui est plus en discussion, mais ça n'a rien à voir. Et vous pouvez totalement écouter l'un sans écouter l'autre. Voilà, tout à fait. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. C'est vrai que les deux émissions sont tellement différentes que je comprends qu'on puisse ne pas aimer les deux. Ah oui. Donc voilà, c'était juste une précision au cas où. Voilà. Donc voilà, les commentaires, comme on le dit, ça nous fait plaisir de les recevoir. Donc vous pouvez nous les laisser sur Facebook, sur la page Inspiré de Faits Réels, ou sur Twitter, @IFR Podcast. Voilà, et aussi voilà, sur SoundCloud, on peut laisser des commentaires sur SoundCloud, donc c'est cool. À l'heure actuelle, nous en avons un. Donc, mais non, il y en a eu plus que ça. J'en ai vu au moins plusieurs. Au moins plusieurs. Oui, c'est vrai, il y en a deux. Non, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait deux. C'était un d'une personne qui s'appelle Cassandra qui nous a laissé un adorable commentaire. Et le deuxième, c'était nous qui avons répondu, c'est gentil. Donc, du coup, ça, il y en a eu plusieurs. Et sur iTunes, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, c'est très important, on s'en est rendu compte. 3 ou 4, mais pas en dessous de 3. Oui, donc voilà, laissez-nous des commentaires sur iTunes. En attendant, nous, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Et comme d'hab, on fait de gros bisous. Allez voir des films et gros bisous. Bisous.